Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Nous avons assisté à nos premiers cours de magie, dont celui des potions. Mais Severus Rogue ne sera a priori pas le seul ennemi d'Harry dans sa nouvelle école Poudlard, puisqu'il ne faut pas oublier ce cher Drago Malfoy. Et oui, le petit Drago qui va revenir en force dans ce chapitre dont une partie a carrément été supprimée dans le film d'ailleurs, donc c'est une première dans Fréquence 9/3/4. Si vous n'avez vu que les films et que vous découvrirez les livres, vous allez bientôt savoir ce qu'est ce fameux duel à minuit. Avant de se donner rendez-vous en pleine nuit pour un duel, quelques mots pour vous remercier de nous écouter, ceux qui sont maintenant des fidèles de l'émission, mais aussi ceux qui nous découvrent. Bienvenue à tous dans ce podcast sorcier, et bien entendu, on citera quelques-uns de vos hiboux en fin d'émission dans la volière. Attends Jérém, je crois qu'il faut se dépêcher, il y a un cours de Quidditch qui nous attend d'abord. Alors on n'oublie pas son balai et on décolle. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 9. Duel à minuit. Les Gryffondors découvrent sur le tableau d'affichage que le cours de vol se fera également en commun avec les Serpentards, au grand malheur de Harry notamment. C'est le cours qu'Harry attend le plus, mais maintenant, en fait, il a juste peur de se ridiculiser devant Malfoy. Ron tente de rassurer Harry en disant que certes, Malfoy se vante toujours d'être extraordinaire sur un balai magique, mais que finalement, peut-être qu'il bluffe en fait. Drago, il n'est pas le seul enfant ayant vécu dans un environnement sorcier à se vanter à propos du Quidditch. Simus, lui aussi, avait apparemment passé son enfance à faire d'incroyables acrobaties aériennes. Et Ron aussi, il se vante au passage. Sur le même sujet d'ailleurs, Ron a déjà eu une dispute avec Dean Thomas à propos du football, parce qu'en fait, Ron, il voit pas l'intérêt d'un sport où il n'y a qu'une seule balle et où il est interdit de voler. Un soir, Harry a même surpris Ron en train d'essayer d'ensorceler un poster de foot de Dean pour essayer de faire bouger les joueurs. Mais c'est quoi le souci de Ron avec les photos de Moldus ? Mais en fait, ça doit stresser les sorciers de voir nos photos immobiles. Mais c'est ça, en fait, ça le stresse, donc il veut que le joueur de foot bouge. Ouais, pour eux, c'est la normalité, c'est que ça bouge, en fait, c'est qu'ils prennent vie. Ouais. Et c'est quand même assez bizarre ce jusqu'au boutisme de Ron de vouloir faire ensorceler les posters de foot, quoi. Le forceur. L'émission a à peine commencé que déjà je lance un instant wiki de Jérémy. Il faut vraiment qu'on travaille sur nos jingles et qu'on achète un super synthé, tu vois, et faire des jingles années 80. C'est quoi ? C'est pour ça qu'on va faire un Tipeee bientôt, tu vois. Ah ouais, notamment. Bonne idée. Alors c'est un instant wiki Dean Thomas Special Edition. Alors pourquoi ? Parce que justement, je viens de citer Dean Thomas avec ses posters de foot, et en fait le cas Dean Thomas est intéressant car on sait finalement peu de choses sur lui. Mais je sais pas si tu le savais Marina, JK nous en a révélé un peu plus sur son ancien site officiel. Non, mais je sens que tu vas m'en apprendre un peu plus sur Dean Thomas. Et oui, et peut-être à des auditeurs aussi. D'ailleurs, coucou à son doubleur que j'ai rencontré à Dijon qui est très sympa. Eh ouais. Alors déjà, Dean Thomas, il fait normalement son apparition dans le chapitre 7 du Choixpeau magique. C'est le cas dans l'édition américaine, mais pas dans l'édition britannique ni dans la française. En fait, le correcteur de Bloomsbury, la maison d'édition britannique, trouvait que le chapitre du Choixpeau était trop long, et donc il a élagué ce qui lui semblait superflu. Et notamment une ligne, parce que c'est quand même une phrase, qui décrivait Dean Thomas. Au moment du casting du premier film, JK elle a quand même insisté pour que le personnage soit bien présent dès le premier volet. Elle avait écrit pas mal d'informations d'ailleurs sur le personnage pour le deuxième tome, mais finalement cette fois c'était elle en fait qui avait décidé de ne pas le garder dans le livre. Ce qui fait que en fait Dean est toujours resté un personnage secondaire assez peu développé, et pourtant Rowling dans son imaginaire elle l'a beaucoup développé en fait. Donc ce qu'on n'a jamais su dans les livres ou dans les films, c'est que Dean a donc grandi dans un milieu moldu. Alors ça, on en a un indice parce que il supporte une équipe de foot moldue. Voilà. Donc il a bien vécu dans un milieu moldu. Il a été élevé par sa mère et son beau-père, mais son père, quant à lui, il est parti quand Dean était très jeune. Il a eu une enfance plutôt heureuse à Londres, avec plusieurs demi-frères et demi-sœurs. Alors quand la lettre de Poudlard est arrivée, évidemment, ça a été la surprise totale.
La théorie principale dans la famille, c'est que le père de Dean était un sorcier, mais la famille, elle aura jamais la confirmation. Et en réalité, donc J.K. Rowling, elle nous l'apprend aussi dans son site internet, c'est que la théorie, eh bien, elle était bien vraie. C'est le père de Dean, c'était bien un sorcier qui n'a jamais révélé sa nature à sa femme pour la protéger. Et malheureusement, il a été tué par des mange-morts en refusant de les rejoindre. J.K. elle a aussi précisé pour finir qu'elle avait sacrifié ce passage des livres au profit du parcours initiatique de Neville qu'elle jugeait plus important à développer pour l'intrigue principale. Justement, j'allais te demander pourquoi elle avait tant développé Dean Thomas si au final c'était pour ne pas l'utiliser, mais du coup tu as répondu à ma question. Voilà, en fait elle avait prévu de le faire dans la chambre des secrets, et puis elle s'est dit non, en fait ça se détourne trop de l'intrigue principale, donc je l'efface. Je pense que si elle aurait mis tout ce qu'elle avait voulu dès le départ, les livres auraient été énormes. C'est pour ça que moi je suis plutôt de la team où je crois Rowling quand elle dit que la plupart des choses elle les a anticipées, parce que on le voit par exemple un personnage, Dean Thomas, c'est vrai que c'est un personnage qui va revenir régulièrement, mais qui n'est pas développé. Et en fait, pourtant elle avait prévu toute une histoire, elle a son passé, elle a ses parents, sa famille, et elle se dit peut-être que ça va rentrer dans les livres, peut-être pas. Et là, c'est le peut-être pas, en fait. Dean Thomas ne sera jamais développé. Par contre, elle sait qui il est, Dean Thomas. Elle en sait beaucoup plus. Donc voilà pour l'instant wiki de Jérémy. Alors Neville, pour revenir au chapitre, comme on peut s'en douter, lui, il se vante pas trop à propos du Quidditch. En fait, sa grand-mère lui a toujours refusé de monter sur un balai. Et Harry, au fond de lui, il pense que c'est plutôt pas une mauvaise décision vu le nombre d'accidents que Neville réussit déjà à provoquer en gardant les deux pieds sur terre. Alors une nouvelle preuve du manque de confiance en Neville de la part de sa grand-mère ou pas? On en a un petit peu évoqué, mais on en a un exemple ici, je crois. Déjà, ça me semble bizarre parce que dans l'épisode où on racontait que la famille de Neville a tout fait, à forcer les choses en provoquant les pouvoirs magiques de Neville. En fait, je trouve que ça serait cohérent que la famille le mette sur un balai pour essayer de voir s'il a des compétences en Quidditch, tu vois. J'aurais pensé qu'ils étaient plutôt capables de le faire monter sur un balai. Allez, on voit ce que ça peut donner. Sur un coup de chance, t'as des compétences, mon petit-fils. Ouais, c'est ça, c'est que ça peut se comprendre en même temps de pas mettre Neville sur un balai parce que c'est dangereux, mais on parle quand même d'un garçon qui a été suspendu, oui, par la fenêtre par son grand-oncle. Donc bon, la sécurité, c'était pas non plus la priorité de la famille long du bas. Ouais. Non. Après, ouais, je pense que la grand-mère, elle est pas méchante, hein, mais je pense que le fait de montrer si peu de confiance en Neville, ça provoque en fait son manque de confiance. Et ça, on l'avait déjà dit, et là, on en a un exemple concret. Par exemple, il a jamais eu le droit de monter un balai. Et c'est pour ça qu'il en a peur. C'est pour ça qu'il est anxieux, en fait, de monter sur un balai. C'est parce qu'on lui a toujours refusé et qu'on lui a toujours fait comprendre qu'il était trop maladroit pour en faire. Voilà, on lui a jamais donné sa chance. Exactement. Hermione, elle aussi, elle appréhende le premier cours de vol parce que c'est une matière qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. Et ouais, Hermione. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Au petit déjeuner avant le cours, elle leur récite tous les conseils qu'elle a pu trouver dans le Quidditch à travers les âges et qu'elle a emprunté à la bibliothèque. Mais juste Neville est intéressé en fait par ce qu'elle explique. Alors petit fun fact, dans le livre publié, le Quidditch à travers les âges, Hermione elle apparaît bien dans la liste des élèves qui l'ont emprunté. Elle l'a même emprunté 2 fois. Mais les dates, elles correspondent pas, j'ai un peu vérifié parce que la première date, elle date du 14 mars. Donc a priori, là on est plutôt en septembre-octobre. Donc ça colle pas. T'aurais aimé, toi, avoir un cours de vol ? Ouais, carrément. Ouais, moi, bah oui. Non, enfin, déjà, j'aimerais trop savoir la sensation que ça fait de voler sur un balai. T'aurais réussi à occulter ton vertige ? Ouais, j'ai un peu le vertige, mais je serais sorcier, il y a des balais magiques. Non, carrément. Puis, je suis pas un fou de vitesse, mais j'aime bien les montagnes russes, tu vois. J'aime bien la sensation de vitesse, en fait. Et là, ça serait comme un jouet extraordinaire, tu vois. Ouais. Donc ouais, j'adorais les cours de vol. Et toi ? Je pense que ouais, mais j'apprendrais totalement. Je serais un peu comme Hermione. Je lirais tout dessus pour essayer de connaître avant les sensations qu'on peut ressentir. Parce que j'aurais un peu quand même... je peux un peu une flippette parfois. Donc je pense que je lirais tout sur le sujet pour me dire ok, c'est cool, ça va bien se passer. Et ouais, je pense que tu ressens une sensation incroyable quand tu voles. Mais justement, en fait, c'est ce qui est dit, c'est que ouais, tu peux lire tout ce que tu veux, mais en fait, je pense que... Tu sauras jamais les vraies sensations et comment pratiquer
le vol sans l'essayer d'abord. Ouais, c'est ça, c'est que t'apprends à voler en volant, quoi. C'est comme conduire une voiture. Exactement. On passe des heures à apprendre le code de la route, des heures de conduite avec un moniteur, mais au final, quand on a notre permis, au bout de quelques fois, on sait toujours pas conduire. En ce qui te concerne. Moi, j'ai appris à conduire en conduisant toute seule et en faisant ma propre expérience, tu vois. Ouais, ah oui, quand même. Pas du tout flippant. Non, mais quand j'ai eu mon permis de conduire, j'avais quand même peur, tu vois. J'étais pas hyper rassurée en voiture. J'espère que vous étiez pas sur les routes de Bourgogne la première année où Marina a eu son permis. Ma vieille Opel. Non, mais l'exemple qui marche, je pense, pour tout le monde, c'est la différence entre le code de la route et la conduite, tu vois. Genre, le code de la route, c'est la théorie, en fait, de la conduite. Mais tant que t'as pas conduit, tu sais pas conduire, quoi. Ouais, puis même conduire avec un moniteur, rien que le placement des mains, tu vois, genre, tu fais plus jamais ça, quoi. Ah oui. Moi, je conduis sans les mains et ça va très bien, franchement. Elle tourne le volant avec le front, comme ça. Avec les pieds. J'inverse tout, en fait. C'est pour ça qu'elle conduit rarement. Alors, pendant le petit déjeuner, le courrier arrive. Depuis le petit mot d'Hagrid, Harry n'a jamais reçu d'autres courriers. Mais Drago, lui, il reçoit comme d'habitude un colis plein de bonbons. Neville, il reçoit du courrier aussi, de la part de sa grand-mère, une boule de verre remplie d'une fumée blanche. Neville reconnaît l'objet comme étant un rappel-tout, et il explique le principe. En fait, la fumée, à l'intérieur, elle devient rouge quand on a oublié quelque chose. Moi, je me pose la question, c'est quoi l'utilité réelle d'un rappel-tout ? C'est à quoi ça sert de savoir qu'on a oublié quelque chose sans savoir quoi ? Parfois, le simple fait de suggérer que tu as oublié quelque chose, ça te fait cling dans la tête. Tu dis, putain, j'ai oublié ça, tu vois. Ça me l'a fait vendredi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des rappels-tout premium qui t'indiquent ce que tu as oublié ? Tu mets un peu plus d'argent dans l'achat, il te marque carrément ce que tu as oublié. Et il te supprime les pubs aussi. Ouais, en fait, moi, ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, quelle utilité de savoir que t'as oublié quelque chose ? Par exemple, des fois, t'as l'impression d'avoir oublié quelque chose. T'es sûr que tu pars de chez toi et t'es sûr que t'as oublié quelque chose. Ouais, mais c'est un pressentiment. Alors que là, le rappelle-toi, il te le confirme. Ouais, il te le confirme. Donc, il me confirmerait ma crainte et en même temps, il m'aiderait absolument pas, tu vois. Je sais pas. C'est un peu... Je pense que ça peut déclencher un réflexe où tu raisonnes et tu penses à ce que tu dois faire dans la journée ou ce que tu as fait et tu dis, j'ai oublié de faire ça, c'est sûr. Mais peut-être à un moment où tu penses pas avoir oublié quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un moment où tu vois, tu t'y penses pas et puis il devient rouge et tu te dis, ah tiens, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, mes clés. Sauf que les moments où tu te dis que t'as oublié quelque chose mais que tu sais pas quoi, le rappel-tout, il te sert à rien. Tu vois, par exemple, puisqu'on approche de la période de Noël et que je vais regarder Maman, j'ai raté l'avion, il y aurait pas eu de Maman, j'ai raté l'avion si la maman du petit McAllister avait eu un rappel-tout et au moment de sortir de sa maison, le rappel-tout avait été rouge. Il n'y aurait pas eu de film. Kevin McAllister est un sorcier. La théorie. Ouais, c'est ça. Mais sa vie aurait changé si sa maman, si son papa, si les McAllister avaient eu un rappel-tout. Le petit Kevin n'aurait pas été oublié dans le grenier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, en plus, le rappel-tout, il faut l'avoir sur soi et c'est quand même une boule en verre, tu vois, c'est pas le truc ultra pratique à avoir dans la poche. Ok, on a compris, t'es pas fan du rappel-tout, tu n'auras pas ça à Noël, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est pas le cadeau que j'attends sous le sapin. Quoique, si ça existe en vrai, si, j'en veux un carrément. Preuve que la magie existe. Je m'en doute bien. En tout cas, dès que Neville saisit son rappel-tout, la fumée devient écarlate. Alors, anecdote qu'on a déjà évoquée, je crois, dans l'émission, dans le film, Neville, il est le seul à ne pas porter de robe de sorcier à ce moment-là, et je crois que l'info nous avait été partagée par un auditeur, il me semble. Ouais, ça me dit quelque chose, en effet. Donc voilà, si vous ne vous êtes jamais rendu compte de ce détail, il est plutôt rigolo. À ce moment-là, Drago, il passe à côté d'eux et il saisit le rappel-tout de Neville. Harry et Ron, ils se lèvent d'un bond. C'est un peu la Gryffondor Squad, tu vois. Attends, j'essaye de le faire en anglais. Oula. Non, j'y arrive pas. Mais en tout cas, ça serait Gryffondor Justice League. Comment ? Gryffindor Justice League. Oui, c'est ça. Ah mais tu vois, je te connais. Hein. Je suis encore trop timide envers nos auditeurs pour commencer à parler en anglais. Sauf que McGonagall, elle accourt aussitôt vers les garçons et elle demande ce qui se passe. Neville, il se plaint que Drago a pris son rappel-tout et Drago répond machinalement que c'était simplement pour jeter un œil et il lui rend son rappel-tout. L'après-midi du même jour, les élèves de Gryffondor sortent donc dans le parc pour se rendre à leur premier cours de vol
et les Serpentards sont déjà là. Madame Bibine, le professeur de vol, elle arrive à son tour. Alors, quand on y pense, quand même, le cours de vol, c'est le seul équivalent du cours de sport chez les Moldus. Mais c'est pas un peu limité? C'est comme si, à l'école, en fait, t'avais que des cours de foot, au final. Un peu limité dans les propositions de disciplines sportives. Ouais, parce que c'est présenté comme un cours de vol, mais en fait, c'est un cours de Quidditch, quoi, tu vois, c'est parce un cours que... de sport, quand même. Parce Ouais. que pour tenir... je pense qu'il y a une certaine position à adopter sur le balai. Il y a de la force à donner dans les bras aussi et dans les jambes. Ça doit être vachement sportif comme sport. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es élève à Poudlard, t'as pas le choix. C'est le leçon de vol ou rien, ou aucune activité sportive. Mais le truc qui est pas précisé, et j'ai pas recherché, j'y pense à l'instant là. Il y a des cours de vol. Après, c'est sur option les cours de vol ou pas? Je me suis toujours posé cette question. Et j'ai regardé un petit peu, mais je me suis arrêté à la page Wikipédia de leçon de vol, et il y a rien de précisé sur est-ce que c'est optionnel ou pas. J'ai l'impression quand même que c'est obligatoire qu'en première année, parce que je crois pas que dans les autres tomes, on parle des cours de vol. J'ai du mal à imaginer Hermione être contente de se rendre toutes les semaines à un cours de vol. Elle en aurait forcément parlé à un moment ou un autre. Ouais, avant la préparation des bus, quoi, c'est sûr. Et donc c'est pour ça, ma théorie, c'est quand même que c'est un cours obligatoire que pour les premières années, et après, ça doit être une option que tu choisis ou pas, tu vois. Je sais pas, c'est ma théorie. Peut-être qu'il y a une information officielle là-dessus, mais je la connais pas non plus. Ouais, moi non plus. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme si... tu vois, le Quidditch, je le vois un peu comme la balle aux prisonniers. C'est un peu... Il y a des similarités, en fait, entre les sports. Et c'est comme si tous tes cours de sport au collège ou au lycée, c'était la balle aux prisonniers, et qu'on ne te proposait pas autre chose, tu vois. L'horreur. C'est un peu l'enfer. Mm-hmm. Déjà, les cours de sport au collège, c'était l'enfer. Ouais, carrément. C'était la définition de l'enfer. Mais au moins, on a fait plusieurs sports, alors que là, ils ne font que du vol, que du Quidditch. L'acrogym, notamment. Très appréciable. Je t'imagine trop faire de l'acrogym. C'était l'enfer. L'acrogym, c'est tellement moldu. Oh là là. Madame Bibine, elle est présentée avec des cheveux courts et gris et des yeux jaunes. Alors, petite anecdote, selon les cartes à jouer Harry Potter, son prénom est René. Et c'est Rolanda en anglais. Mais René, ça lui va trop bien. Ouais, ça lui va bien, ouais. C'est mon ami d'ailleurs. Mon ami René. J'étais obligé. Elle a pas l'air hyper commode parce que à la place d'un bonjour, elle demande aux élèves ce qu'ils attendent et elle leur demande de se dépêcher de se mettre chacun devant un balai. Harry regarde son balai, il a l'air vieux et pas en très bon état. C'est un peu comme les chasubles du collège, justement, tu vois, en cours de sport. Les chasubles, c'était les maillots d'équipe, là, les jaunes et tout ça. En plus, ça sentait déjà la transpi, on se battait tous pour voir ceux qui ne sentaient pas la transpi, c'était l'horreur. C'est ça, c'est que les chasubles au collège, ils avaient ce don de sentir la lessive, mais toujours de puer la sueur quand même, tu vois. C'est un mélange subtil entre les deux. Que c'est les mêmes chasubles aujourd'hui pour les collégiens d'aujourd'hui que les chasubles qu'on portait déjà à l'époque. Ouais, je pense. J'espère, parce que je vois pas pourquoi nous, on aurait porté des chasubles pourris qui datent de la préhistoire et que eux, ils aient des chasubles neufs. Déjà, quand je vois mon école primaire, ce qu'elle est devenue, elle est toute neuve, toute pimpante, et nous, c'était pourri. Et attends, petite anecdote quand même moldue. Je sais pas si toi, t'avais ça dans ton école primaire, mais aujourd'hui, ils ont des trottinettes, des trucs hyper modernes, des jeux, machin. Ah bon ? Nous, on avait des pneus. Je t'assure, on avait un hangar, en fait, on avait des pneus, et notre jeu, c'était qu'on poussait les pneus, en fait. Tu vois, non, si, j'en ai eu un. On avait des vieux ballons aussi. Genre, les ballons de foot, ils étaient... le tissu, il était... comment dire mou. Il était mou, et tu sais, il y avait plus les... Ah, j'arrive pas à expliquer. Tu sais, il y avait plus cuir, en fait, ça s'est filoché. Blanches, ouais, voilà, il y avait à moitié plus. On l'a tous eu, ce ballon, on l'a tous eu. Et quand tu le prenais dans la figure, ça te griffait avec ce qui restait du cuir. Et quand il pleuvait, il s'imbibait d'eau aussi, le truc. Ah, non, mais je pense que ça a changé aujourd'hui, les jeux d'école, hein. Nous, on avait juste notre imagination, des ballons tout pourris, et quand on avait de la chance, on avait des cerceaux. Et ouais, cerceaux. Nous, c'était cerceaux et pneus. Moins stylé qu'un soifle. Mais dans mon école maternelle, quand même, c'était assez stylé. On avait un château en carton dur et de toutes les couleurs, et une cabane aussi. C'était assez cool. Ok. Ouais, j'avais un château. C'est les prémices de Poudlard. Alors, Madame Bibine leur demande de tendre leur main droite au-dessus de leur balai et de dire « debout ». Le balai de Harry, il lui saute aussitôt dans la main, mais c'est pas le cas de la plupart des élèves.
Cela d'Hermione ou de Neville, par exemple, il se contente de faire un tour sur lui-même. Harry se dit à ce moment-là que les balais, c'est peut-être comme des chevaux et qu'ils peuvent sentir quand tu as peur ou quand t'es pas très assuré. Est-ce que c'est un instinct chez Harry? Parce que ça semble hyper naturel pour lui, en fait. Moi, je pense que le Quidditch, enfin le vol, tu l'as dans le sang ou tu l'as pas, quoi. Je pense que c'est instinctif. Et clairement, Hermione et Neville l'ont pas. Ouais. Les élèves s'entraînent ensuite à se tenir sur un balai. Harry et Ron sont hyper satisfaits quand ils entendent dire Madame Bibine à Drago qu'il se tient très mal sur son balai. Au moment de lancer un premier exercice de vol, Neville, qui est tellement nerveux à l'idée de ne pas pouvoir décoller, il se met à fendre les airs sur son balai. Madame Bibine lui ordonne de redescendre immédiatement, mais c'est déjà trop tard. Neville, il a le visage décomposé, il maîtrise pas du tout son balai, et il monte à plus de 6 mètres de haut, puis il glisse du balai en tombant lourdement au sol. Madame Bibine se précipite sur le pauvre Neville, et elle remarque qu'il a le poignet cassé. Ça va quand même, parce que 6 mètres de haut et juste un poignet cassé, c'est un miraculé, non, on peut dire? Comme on dit, il est bien tombé. Ouais, ça, il est plutôt bien tombé. Hein. Surtout dans le film, ils en ont fait des caisses, quoi. Ouais. Ils se contentent pas de monter. Et puis La chute en plusieurs étapes. Qui a un petit peu vieilli au niveau des effets spéciaux, vrai, d'ailleurs. ouais. Ça pique un peu les yeux, maintenant. Madame Bibine lève Neville et le tient par l'épaule. Elle dit qu'elle emmène Neville à l'infirmerie et qu'en attendant, personne n'a intérêt à s'amuser avec un balai, au risque d'être expulsé avant d'avoir eu le temps de dire le mot Quidditch. Mais c'est fou, hein, quand on lit, ça m'a fait... pareil, quand je lisais mon passage, enfin le chapitre qu'on est en train de faire, on a les voix et les intonations des acteurs. Ouais, surtout que... Et en VF, bien sûr. Surtout que on va le voir, la deuxième partie n'est pas dans le film, mais là, pour le coup, c'est très fidèle dans le film, la leçon de vol. Une fois que Madame Bibine et Neville se sont suffisamment éloignés, Drago, il se met à éclater de rire et à se moquer de Neville qu'il traite de mollasson. Alors je sais pas toi, mais dans mon collège pourri, même en 6ème, le bully de la classe, il traitait pas les autres de mollasson. Non, c'était un terme plus fort, généralement. Oh non. Bon, après, on comprend aisément que c'est des contraintes d'édition aussi. Hein. Elle peut pas faire dire à ses personnages des insultes. Dans tous les cas, ça fait rire les Serpentards, mais Parvati Patil, elle demande sèchement à Drago de se taire. Pansy Parkinson s'incruste, et elle dit qu'elle savait pas que Parvati aimait les gros pleurnichards. Ils sont insupportables, ces Serpentards. Surtout Pansy Parkinson, je la supporte pas. Non, moi non plus. Elle est d'une superficialité incroyable. À ce moment-là, Drago trouve le rappel-tout par terre. D'une voix calme, Harry lui demande de lui donner l'objet, et tout le monde cesse alors de parler. Toi, tu réagis comment? Tu vois un duel là, imagine, t'es au collège. On va dire non, parce que ça serait trop facile avec la mentalité qu'on avait au collège et tout, avec notre caractère, forcément on n'aurait rien dit, je pense. Avec la mentalité d'aujourd'hui, tu fais quoi? Tu vois un duel comme ça Je sais pas, qu'est-ce que je ferais là, déjà? Tu vois, il y a deux enfants de 11 ans qui vont se taper dessus. Qu'est-ce que tu fais là, ça? Allez, battez-vous. Peut-être tu jettes des billets et tout. Oh. Non, je pense que je... Rends-lui ce rappel-tout, Malfoy. Non, en tout cas, Moi, je serais comme ça, mais en restant derrière, tu vois. Rends-lui, hein. Ouais, rends-lui. À leur âge, enfin quand j'étais au collège et qu'il se passait ce genre de choses, je faisais pas partie des bouffons qui étaient là, baston. Ah non. Moi, j'étais là, genre, oulala. Si vous avez fait ça, vous étiez de sacrés bouffons. Enfin bref, c'est quand même le duel des titans, tout le monde se tait, toute l'attention est sur eux. Malfoy, il a un sourire mauvais et il dit qu'il va laisser le rappel-tout à un endroit où Neville pourra le retrouver, comme au sommet d'un arbre par exemple. Il enfourche son balai et il décolle dans les airs. Visiblement, il n'avait pas menti et il s'est véritablement volé. Il nargue Harry en criant que s'il y tient vraiment, il a qu'à venir le chercher. Harry n'hésite pas une seule seconde, il commence à enfourcher son balai. À ce moment-là, Hermione tente de persuader Harry que c'est une mauvaise idée et que ça va leur attirer des ennuis. Mais Harry, il fait pas attention à elle, il donne un grand coup de pied par terre et il s'élève à toute vitesse. À ce moment-là, Harry il ressent une joie intense en découvrant qu'il s'est volé. Même si on ne lui a pas appris, il trouve ça naturel en fait et facile. En dessous de lui, il entend une exclamation admirative de Ron, et je cite « les hurlements des filles ».
sais, c'est la séquence teen movie, tu sais, avec les cheerleaders qui sont admiratifs de lui. Go, Harry, Oh non, go, mais regardez Harry. comme il est trop beau sur son balai. Wow, beau gosse. Viens me sauver, Harry, aussi. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Tu vas vraiment le garder au montage? Je sais pas. Si vous l'entendez, c'est que j'ai pris la décision que oui. Face à Drago dans les airs, Harry lui répète de rendre le rappel-tout. Malfoy, il est beaucoup moins assuré qu'avant et il paraît même inquiet. Instinctivement, Harry, il prend la décision de se pencher en avant sur son balai et de foncer droit sur Malfoy. Il arrive de justesse à éviter Harry, qui recommence après avoir pris un virage impressionnant. Les élèves qui le regardent toujours se mettent même à applaudir. Le héros. Harry, en pleine confiance, bogositude à ce moment-là, il se moque de Drago en lui lançant que il fait plus trop le malin maintenant qu'il n'y a pas Crabbe et Goyle pour le protéger. Drago lance alors le rappel-tout dans les airs en défiant Harry de le rattraper. Harry, il voit la boule de verre comme au ralenti, il se penche à nouveau, il abaisse le manche de son balai et il fonce vers l'objet en parvenant à l'attraper juste au-dessus du sol. Puis il parvient à atterrir en douceur sur la pelouse. Move stylé, quoi. À ce moment-là, une voix l'appelle en criant. Le cœur d'Harry fait comme plonger dans sa poitrine quand il s'aperçoit que c'est le professeur McGonagall qui court vers lui. Oh shit. Garde. Elle semble être dans un état de choc et elle arrive presque plus à parler. Ron y prend immédiatement la défense de Harry, mais McGonagall, elle le coupe sèchement en ordonnant à Harry de le suivre. En partant avec le professeur, Harry aperçoit Malfoy, Crabbe et Goyle qui arbore un air triomphant en le voyant partir. Bon voilà, Harry il sait qu'il va être expulsé et il est dans un tel état de stress qu'il parvient même pas à dire le moindre mot pour sa défense. Il tente de suivre McGonagall qui avance à grands pas sans le regarder. Elle a l'air bien vénère. Il commence alors à se demander ce que vont dire les Dursley quand il sera de retour à Private Drive après avoir été renvoyé au bout de 2 semaines. Mais il serait passé quoi en vrai avec les Dursley si c'était vraiment arrivé? Comment ils auraient réagi? Je pense qu'il aurait vécu un enfer jusqu'à ses 18 ans, en fait. Ouais. T'imagines l'humiliation totale? Ouais. Il aurait même retrouvé le placard sous l'escalier. Bah ouais. Enfin, ça aurait été... il y a toujours une limite dans le temps, quand même, le placard sous l'escalier. Hein, parce qu'en grandissant, il aurait pas pu continuer à rentrer c'est sûr. Dans cette mini-chambre. Alors Harry demande si McGonagall elle l'emmène pas dans le bureau de Dumbledore. Il pense alors à Hagrid, qui a été renvoyé lui aussi, et il se demande s'il pourrait pas devenir son assistant comme garde-chasse. Et son estomac se met à se nouer en s'imaginant voir Ron et tous les autres devenir des sorciers pendant que lui, le pauvre Harry, il est condamné à tenir le sac d'Hagrid. Est-ce qu'il existe une fanfiction dans laquelle Harry il finit bien comme l'assistant garde-chasse de Hagrid? T'imagines le cauchemar. McGonagall finit par s'arrêter devant une porte de classe. Elle ouvre la porte en jetant un coup d'œil à l'intérieur. Elle s'adresse alors au professeur Flitwick qui donne un cours d'enchantement en lui demandant si elle peut lui emprunter du bois. Alors à ce moment-là, Harry il se dit que c'est encore pire que prévu et que c'est quoi les bails, il va finir par se faire fouetter à coups de bâton ou quoi. Mais en fait, le bois était juste une menace. McGonagall emmène Harry dans son bureau, signe l'ordre d'expulsion, avertit Dumbledore, Harry retourne chez les Dursley. Merci d'avoir suivi une fréquence 9 3/4, nous voilà au bout de cette saga Harry Potter. Est-ce que j'ai gardé ça au montage? Même chose, si vous l'entendez, c'est que oui. Mais ouf, ce que vient de dire Marina, c'est faux. Qu'on se rassure tous, du bois, c'était en fait un élève de 5e année. C'était un prank. C'est un prank. Et l'élève sort de la salle. Il a l'air étonné, évidemment, et McGonagall lui demande à son tour de la suivre avec Harry. Au bout d'un moment, elle est fait entrer dans une classe vide où seul Peeves est occupé à écrire des grossièretés au tableau. Sûrement mollasson, pleurnichard. Elle aboie à Peeves de sortir, ce qu'il fait en poussant des jurons. Il obéit quand même un minimum à McGonagall, visiblement. Il obéit pas qu'au Baron Sanglant. Oui, mais je pense pas qu'il oserait pousser des jurons devant le Baron Sanglant. Il obéit, mais il la respecte pas. Ça perd l'hypopète. Oh là là, c'est qui ces 2 mollassons? McGonagall, elle claque la porte et elle se plante devant les 2 garçons. Elle présente Olivier Dubois à Harry,
Puis elle dit à Dubois qu'elle lui a trouvé un attrapeur. Dubois, qui était surpris jusqu'alors, il devient immédiatement ravi. McGonagall ajoute à Dubois que Harry il a un don et elle lui demande Harry si c'était bien la première fois qu'il montait un balai. Harry, sans vraiment savoir ce qui se passe, il lui approuve d'un signe de tête. Il est what the fuck quand même parce que il comprend pas ce qui se passe, mais il semble quand même comprendre que finalement il sera pas expulsé de l'école et c'est plutôt une bonne nouvelle. McGonagall explique à Dubois qu'il a attrapé une boule de verre après une descente en piqué de 15 mètres et elle ajoute que même Charlie Weasley n'aurait pas été capable d'en faire autant à l'époque. Dubois, c'est comme s'il avait en face de lui le plus beau des cadeaux. McGonagall finit quand même par expliquer à Harry que Dubois, c'est le capitaine de Quidditch de Gryffondor. Et ce dernier tourne déjà autour d'Harry en commentant son physique qu'il trouve parfait pour un attrapeur. Et il ajoute qu'il faudra à Harry un bon balai pour être performant. Évidemment, les premières années, ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre balai, comme on l'a appris assez tôt. Mais McGonagall dit qu'elle va aller voir Dumbledore pour lui demander s'il peut faire une entorse au règlement. Mais comme s'il allait lui refuser en même temps. Hein. Harry, c'est tellement son chouchou. Je suis sûr que Dumbledore, il serait même prêt à lui faire gagner la coupe de Quidditch sans le faire jouer, en fait. Déjà, Harry, quand il se réveille le matin, il a 10 points. Rien que parce qu'il s'est réveillé le matin, quoi. Voilà où il en est, Dumbledore. Ouais, fort exceptionnel. C'est vrai, on est un peu sur ce niveau-là. McGonagall, elle espère vraiment que ça sera possible en tout cas, car l'équipe de l'année dernière s'est fait écraser par les Serpentards, et après ça, elle a plus osé regarder Rogue en face pendant des semaines. Alors on remarque bien quand même pour la première fois le caractère de McGonagall, je veux dire son vrai caractère. Elle est très à cheval sur les règles, stricte, comme on l'a vu, et en même temps elle est ultra patriote envers sa maison et même sensible en fait. Elle regarde Harry avec un air grave, en lui disant qu'il lui faudra suivre un entraînement intensif et que s'il se donne pas assez de mal, elle pourra revenir sur sa décision et le punir sévèrement. Mais après cette menace, elle lui sourit soudain en confiant à Harry que son père serait fier de lui, car c'était lui aussi un excellent joueur de Quidditch. À l'heure du dîner, Harry raconte évidemment ce qu'il vient de se passer à Ron. Et Ron, il est stupéfait. Normalement, les premières années, ils n'ont pas accès à l'équipe de Quidditch, ce qui doit faire d'Harry le plus jeune joueur depuis un siècle, selon Dubois. L'entraînement va commencer pour Harry la semaine d'après, mais pour l'instant, tout ça doit rester secret. Secret, mais pas pour tout le monde, parce qu'apparemment l'équipe de Gryffondor est au courant, car Fred et George viennent d'entrer dans la grande salle en se précipitant sur Harry pour le féliciter. Dubois leur a tout raconté. Eux aussi sont dans l'équipe, dans le rôle de batteur. La présence d'Harry dans l'équipe les met en joie et leur donne l'espoir de gagner à nouveau la coupe, car Gryffondor ne l'a pas gagnée depuis le départ de Charlie, leur frère. Les frères Weasley mettent un terme à la discussion pour rejoindre Lee Jordan, qui a trouvé un nouveau passage secret pour sortir de l'école. Mais bon, les jumeaux, ils y vont sans trop de conviction parce qu'ils le connaissent déjà certainement. Ils pensent que c'est le passage qui se situe derrière la statue de Grégory le Hautain. Est-ce que tu sais qui est Grégory le Hautain ? Il a pas gagné la Star Academy, non ? Ça, tu voulais la sortir. Elle était préparée, elle était écrite. Tu voulais absolument la caser, celle-là. Elle vient de me venir comme ça, je t'assure. Ouais, c'est ça, tu me l'as pas du tout sortie il y a 3 heures, non ? Ouais, mais c'était sur un autre contexte. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Ok. Alors, à tout hasard, j'ai fait des recherches sur Grégory le Hautain. Je pensais pas qu'il allait avoir d'informations sur un petit détail comme ça, mais si, il y en a une. Alors en fait, Grégory, c'est un sorcier célèbre qui est à l'origine de l'invention de la pommade pommadante de Grégoire, qui permet de faire croire à la personne à qui on l'offre qu'on est son meilleur ami. Et donc du coup, ce petit malin, ce petit filou, il l'aurait utilisé alors pour infiltrer la cour du roi Richard et ainsi faire fortune. Et son histoire, on la trouve sur une carte Choco-Grenouille dans le jeu Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ça a l'air sympa cette pommade ensorcelée, mais tu l'utiliserais toi ? Enfin, tu y trouverais une utilisation ? Toi ? À quel moment tu voudrais te créer un faux meilleur ami ? Bon, lui, apparemment, il a fait fortune. Oui, peut-être pour faire croire que t'es le meilleur ami de quelqu'un de fortuné, d'influent. Ah si, par exemple, genre t'as un entretien d'embauche, tu files un peu de pommade à la personne qui te fait passer l'entretien.
La personne pense que t'es son meilleur ami, elle t'embauche. Ouais, pour manipuler les gens qui peuvent t'apporter quelque chose. Je pense que c'était un sacré serpentard, ce Grégory Le Hautain, quand même. Moi, je suis dans ma période Ghost Adventure, donc du coup, je donnerais la pommade à Zach Bigans, et après, on deviendrait super meilleurs amis, et on irait faire des enquêtes paranormales ensemble. Et non, parce que tu Est-ce découvrirais qu'on que garde tout ça est au fake. montage, encore une fois? Tu découvrirais que tout est faux, que tout est monté, et du coup, Oh tu seras en my dépression. god. Ah oui, c'est moi. Bah oui. Tout de suite après le départ de Fred et George, Malfoy pointe le bout de son nez, suivi de ses gardes du corps. Crabbe et Goyle. Drago, il est persuadé qu'Harry s'est fait renvoyer parce qu'il lui demande quand est-ce qu'il retourne chez les Moldus et lui dit « Alors, c'est ton dernier repas ?» Superbe répartie d'Harry qui lui balance avec froideur « Tu faisais moins le fier quand tu n'avais pas tes petits copains avec toi. » Boom. Drop the mic. Le terme petit fait froncer les sourcils des deux acolytes, mais c'est tout ce qu'ils font, car de nombreux professeurs sont autour de la grande table. Touché, comme diraient les anglophones. En réponse, ah ouais, là c'est le podcast de la rigolade dans cet épisode. Touché. Non mais c'est ça, ils le font vraiment. Touché. Attends, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir un déjà vu. Un rendez-vous. Rendez-vous. Alors, en réponse à ça, Malfoy invite Harry en duel. À minuit, uniquement avec les baguettes magiques, sans contact physique. Le rendez-vous est donné. Et Malfoy, il se satisfait de savoir que son rival ne sait pas ce qu'est un duel de sorciers. Ron intervient pour rectifier le tir et s'annonce tout de suite comme second. Drago se tourne vers Crabbe et Goyle pour les évaluer et choisir à son tour son second. Son choix se porte sur Crabbe. Donc le lieu du duel est fixé dans la salle des trophées à minuit et le choix de la salle des trophées s'impose parce qu'apparemment elle n'est jamais fermée. Après le départ des Serpentards, Harry et Ron se tournent l'un vers l'autre. Harry l'interroge sur le duel et sur ce que veut dire être le second. Ron lui répond calmement que le second est là pour prendre sa place si jamais il venait à être tué. Donc ça fait écho à ce que nous disait la goule en pyjama dans le précédent chapitre, sur le fait que les sorciers n'ont vraiment pas la même conception du danger que nous. Pauvres moldus. Ouais, et la question que je me pose aussi, c'est... bon, finalement, Ron va expliquer après que il n'est pas question de s'entretuer quand t'as 11 ans et que tu fais un duel. Mais est-ce que ça existe encore, les duels de sorciers, par exemple, là, dans les années 90, quand l'histoire se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des sorciers qui se battent en duel à mort? Comme les duels de moldus, finalement. Ouais, parce que là, c'est le même bien concept avant. un peu western, tu vois, c'est avec une baguette magique. Mais est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est un peu moyenâgeux, tu vois, Un peu des désuet. fois l'univers sorcier, hein? Donc est-ce que tu peux dire à un ennemi, je te donne en duel. En le frappant, en le cinglant avec un gant, comme à l'époque. Ouais. Je Mais te convoque en duel. Est-ce qu'il y a des sorciers qui sont encore dans ce délire-là? Bonne question. Ça me Mhm. paraît un petit peu obsolète quand même. Mais de toute façon, Ron le rassure en lui disant qu'il n'y aura pas de mort, car ils ne connaissent pas encore suffisamment la magie pour se faire du mal. Et en plus, Malfoy, il balance ça, mais il s'attendait sûrement à ce qu'il refuse, et je pense qu'il s'attend aussi à ce que Harry ne vienne pas au rendez-vous. Harry se questionne, et si rien ne se passe quand il va agiter sa baguette? Mais Ron, lui, il a une solution simple, il jette sa baguette par terre et il donnera un coup de poing sur le nez de Malfoy. Direct, la violence. Continue comme ça, Ron. T'es sur le bon chemin. Les deux sont interrompus par une petite voix qui appartient à Hermione. Ron lui rétorque « On ne peut pas dîner en paix ?» Je trouve qu'il est trop désagréable avec Hermione, ça m'énerve. Est-ce que tu penses qu'il n'aime vraiment pas? Ou est-ce qu'il se conduit avec, comme finalement tous les préados de son âge, où on rejette un peu les garçons et les filles qu'on aime bien, en faisant croire qu'on les aime pas trop et en fait on les aime, tu vois, c'est la psychologie inversée un peu. En tout cas, ça me paraît très clair que c'est la relation entre Ron et Hermione, en fait. Hein, ils adorent se détester, en fait, hein, depuis le départ. Même si Hermione, quand elle deviendra officiellement l'amie de Harry et Ron un peu plus tard dans le roman, leur relation va un petit peu changer, mais elle est quand même définie par des querelles incessantes. Et justement, ouais, je pense qu'ils se disputent tout le temps parce que ils s'apprécient aussi. Tu penses que dès le départ il le ressent, Ron? Ou c'est juste un petit con avec Hermione?
Non, tu veux dire quoi, qu'il ressent qu'il a des sentiments pour elle? Je pense qu'à ce moment-là, niveau amitié, Harry comme Ron, ils imaginent pas du tout Hermione comme amie. Ouais, donc il les agace vraiment beaucoup. Ah ouais, je pense que Hermione, elle est ultra agaçante. Oui, c'est vrai. Et... Elle est ultra agaçante, mais en même temps, j'arrive pas à la trouver trop chiante parce que Hermione, je l'adore, tu vois. Mais parce qu'elle a raison. J'adore son personnage parce que, ouais, son personnage est agaçant, mais en même temps, j'arrive pas à ne pas aimer son petit côté strict, proche des règles et tout le temps faiseuse de leçons, quoi. Donneuse de leçons, pardon. Ouais, mais ce qui fait de Hermione une personne agaçante dans le début, en tout cas, de l'école des sorciers, c'est que le fond, il est bon, en fait. Elle a raison, mais la forme n'y est pas du tout, en fait. Oui, elle a pas de tact pour annoncer les choses. Voilà, elle a aucun tact et elle est juste irritante. Et finalement, il y aurait d'autres moyens de montrer à Harry et Ron qu'ils sont égoïstes et que ils peuvent faire perdre des points à la maison Gryffondor et que finalement, c'est pour ça que ça la concerne aussi. Mais la façon dont elle amène le sujet, elle ne fait que hériter les garçons et du coup, leur relation ne peut pas évoluer en fait comme ça. Après, Ron et Hermione, ils se disputent tout le temps, mais tout le temps, et puis ça va s'aggraver en plus. Ça va s'aggraver avec le temps, parce que les sentiments vont Puisqu'il y a une rupture amicale en quelque sorte. Mais de toute façon, elle décide d'ignorer Ron et elle va s'adresser qu'à Harry. Elle leur dit qu'elle a entendu ce qu'il disait et qu'il est hors de question qu'ils se promènent la nuit dans le château. Hermione les accuse d'être égoïstes parce que s'ils sont pris, ils vont faire perdre des points à Gryffondor. Ouais, c'est vrai, elle a pas de tact. C'est pourquoi en fait tu m'interdis Qui es-tu pour m'interdire d'enfreindre le règlement, quoi? Elle sait pas s'y prendre. Mais encore une fois, elle a pas tort. Mais elle a pas tort, mais elle sait pas s'y prendre. Alors Harry, il la embarre en lui disant que ça la regarde vraiment pas, et Ron conclut en lui souhaitant une bonne soirée et une bonne nuit. Bim. Alors du coup, ouais, on a répondu un peu à cette question, mais dans cette scène entre le futur trio, tu serais plutôt à penser comme Hermione ou comme Harry et Ron? Malfoy t'aurait provoqué en duel, tu fais partie, bah du coup ça serait un quator, un quator, ouais, un groupe de 4. Quatuor. Tu serais plutôt de quel côté? Hermione, non, n'y allons pas, restons dans la salle commune, ou plutôt être tête brûlée et aller au duel? Je serais comme Hermione, mais sans être donneur de morale. C'est-à-dire que déjà, moi, je suis pas Gryffondor. Donc en fait, j'ai 11 ans, tu me proposes un duel, je te dis non. Parce que je réfléchis, je me dis, mais en fait, ça vaut pas le coup, il y a trop de risques, j'ai pas envie d'être exclu de l'école pour un duel à la con, excusez-moi. Et donc, non, je dis non. Et puis, parce que je réfléchis, je me dis, effectivement, je vais faire perdre des points, et puis moi, je vais perdre des points à moi, en fait. Donc, non, je refuse. Donc, ouais, je serais plutôt du côté d'Hermione, mais sans non plus être irritant comme elle peut l'être. Et toi? Bah, je sais pas, je serais balancée entre mon côté Hermione et mon côté Harry. Mon côté tête brûlée. En même temps, j'ai envie de lui casser la figure et de lui régler son compte. Et en même temps, bah non, déjà le duel, ça résoudra pas tout et on en fera un règlement, on va faire perdre des points aux autres. Franchement, j'aurais du mal, je serais bloquée entre ces deux choix. En plus, Harry, il vient de bolosser Malfoy quand même. Genre, il vient quand même de récupérer le rappel-tout. Il a gagné un poste d'attrapeur dans l'équipe de Quidditch, alors qu'il quelques heures avant, il pensait qu'il allait être expulsé, que c'était la fin de sa vie de sorcier. Et là, finalement, il a tout gagné, et dès que Malfoy l'irrite un petit peu, il part tout de suite au créneau, duel, quand tu veux, ce soir à minuit. Et il vient quand même de manquer de se faire renvoyer, et puis il a réussi, entre guillemets, à humilier Drago devant les Gryffondors et les Serpentards. C'est-à-dire que il pourrait quand même se calmer un petit peu. Mais tu vois, ça montre le côté rebelle et tête brûlée d'Harry, et je dirais pas un autre terme qui fâche certains Potterheads. Mais là, reconnaissez quand même que c'est un petit con, parce que justement, comme j'adore Harry, pour éviter, j'adore Harry, c'est un de mes personnages préférés, mais c'est un caractère de petit con, je suis désolée, il a failli se faire pipi dessus parce qu'il pensait que McGonagall allait mettre fin à sa vie de sorcier, qu'il allait être exclu de Poudlard, et comme tu l'as dit, au moindre titillement de Malfoy, boum, on enfreint le règlement, on manque de se faire virer de Poudlard à nouveau. En fait, quand il a une idée en tête, il fonce, peu importe les conséquences, en fait.
Ouais, et je trouve que ce que J.K. elle retranscrit plutôt bien, c'est aussi la dynamique qu'il y a entre les deux garçons. C'est-à-dire que Harry tout seul, peut-être qu'il l'aurait pas accepté, mais il y a quelque chose qui se passe entre Harry et Ron, c'est quand les garçons, quand ils sont entre eux, des fois, ils créent une adrénaline et ça devient des têtes brûlées, en fait. Et justement, Hermione, elle est là pour équilibrer ensuite Ouais. le duo Harry et Ron. Et c'est pour ça qu'elle est primordiale. Et Ouais, elle est son nécessaire. rôle De est tellement important. toute façon, Harry, il aurait pas survécu au premier livre sans Hermione. Non, c'est sûr que non. Bon alors là, à ce moment-là, c'est bon, moi j'ai pris ma décision, on va au duel, on est tous impatients de se rendre au duel. Harry l'est aussi, et il attend allongé dans son lit, l'heure de s'y rendre. Ron avait passé la soirée à lui donner des conseils. Enfin, des conseils, c'est rapidement dit. Son conseil, c'est quand même, s'il essaye de te jeter un sort, arrange-toi pour esquiver. Je me souviens plus de ce qu'il faut faire pour le neutraliser. Donc en gros, t'essayes de te mettre à droite, à gauche, d'esquiver, et tu te débrouilles. Bon, moi, il est là comme soutien pour Harry. On pourra pas lui reprocher le contraire. Donc malgré tout, malgré ce qu'on vient de dire, Harry il a conscience de tenter un peu trop sa chance, parce qu'il y a quand même beaucoup de risques pour qu'il se fasse prendre par Rusard ou Mystaigne. Merci Harry, tu t'en rends compte quand même. Mais la tentation était trop forte de battre Drago Malfoy. Je vais lui péter la gueule. C'est une petite question d'ego aussi, de fierté masculine aussi, hein, de vouloir battre Drago à tout prix. Ouais, Harry et Ron, à ce moment-là, ils sont dans un délire assez masculin, quoi. 11h30, préparés, ils ont presque atteint le trou qui leur permette de sortir de la salle commune, que la petite voix se fit à nouveau entendre. « Je n'arrive pas à croire que vous allez faire une chose pareille. » C'est ton imitation d'Hermione. Ouais, j'ai décidé qu'elle serait un peu agaçante comme ça, tu vois. Et là se tient Hermione, les sourcils froncés. Elle explique qu'elle a failli tout balancer à Percy, parce qu'en tant que préfet, il aurait pu éviter ça. Pourquoi elle ne l'a pas fait ? Tu vois, elle a un petit côté, je pense qu'elle a... Ah, si j'évite pas ça, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'elle a un petit côté aventurière, elle veut voir ce qui se passe quand même si on les empêche pas d'aller au duel. Je pense qu'elle l'a pas dit à Percy parce qu'elle devait quand même avoir un petit doute et elle s'est peut-être dit qu'à la dernière minute, ils allaient peut-être se dégonfler, Harry et Ron. Ah ouais, elle avait encore l'espoir de ça. Ouais. C'était mal connaître Harry. Ouais. Mais contrairement, par exemple, je pense à l'exemple dans Le Prisonnier d'Azkaban, quand Harry reçoit un balai et qu'elle soupçonne tout de suite Sirius Black de lui avoir envoyé, là, elle a aucun doute que Harry et Ron, de toute façon, ils vont voler sur le balai, quoi, qu'ils vont l'utiliser. Et c'est pour ça qu'elle prend la décision de dire à McGonagall qu'Harry, il a reçu un balai. Alors que là, je pense qu'elle sait pas, elle a un doute, tu vois, ils ont accepté la proposition, mais ils vont peut-être se dégonfler. Donc je vais pas le dire, mais je vais quand même les surveiller. Mais la présence d'Hermione n'arrête pas Harry et Ron, qui font pivoter le portrait de la grosse dame et qui passent par le trou. Mais ils ne connaissent pas encore Hermione Granger, car elle était bien déterminée à les stopper dans leurs aventures nocturnes. Elle franchit le trou avec eux. Hermione, elle est en colère, elle leur demande s'ils se fichent de Gryffondor. Elle leur dit qu'ils pensent qu'à eux-mêmes, parce qu'avec leurs bêtises, ils vont faire perdre la coupe des 4 maisons, et tous les points qu'elle a fait gagner à la maison avec McGonagall. Et les garçons, en seule réponse, lui disent de s'en aller. Très bien, mais elle leur dit que lorsqu'ils seront dans le train parce qu'ils seront renvoyés, ils se souviendront de ce qu'elle leur a dit. Et elle leur dit que ce sont vraiment des... Mais Hermione s'interrompt parce qu'au moment de vouloir retourner dans la salle commune, elle s'aperçoit que la grosse dame, elle aussi, elle est partie pour des aventures nocturnes. Elle voulait dire quoi ? Ce sont vraiment des... quoi ? Des molatons. Et des pleurnichards. Alors malgré ça, Harry et Ron, ils s'en foutent totalement, ils continuent de marcher pour rejoindre la salle des trophées. Hermione, elle les rattrape avant qu'ils aient atteint le bout du couloir. Elle va certainement pas attendre que Rusard tombe sur elle et que de toute façon, s'ils se font prendre, elle dira la vérité. Et elle a quand même le culot de leur dire « Ils pourront témoigner en sa faveur. » Ça, tu vois, c'est elle ne doute de rien. C'est ce que je voulais dire sur la forme, tu vois. Là, elle peut être que irritante quand elle dit ça, tu vois. Elle est hautaine. Et elle a pas besoin d'être hautaine. Mais elle va l'apprendre au fur et à mesure. C'est un apprentissage pour Hermione aussi. Harry entend un bruit, enfin plutôt quelqu'un qui renifle. Et cette personne, c'est Neville. Le pauvre a oublié le mot de passe pour rejoindre les dortoirs. Il rentrait de l'infirmerie où Madame Pomfrèche avait arrangé son poignet en 2 minutes. Ne trouvant personne pour lui donner le mot de passe, il a abandonné la partie et s'est endormi dans le couloir. Harry lui donne le mot de passe.
Et quel est donc ce mot de passe, Jérémy ? Tu me poses la question ? Ouais. C'est... Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est groin de porc. Ouais, c'est ça. Ah, la déception dans son regard que vous ne pouvez pas voir. Tu pensais me piéger, me faire manger un petit dragée, en fait. Ouais. Et non. De toute façon, le fait d'avoir le mot de passe, ça sert à rien puisque la grosse dame est partie se promener. Harry, Ron et Hermione laissent Neville, mais ce dernier les arrête. Il a déjà vu passer 2 fois le baron sanglant et il ne veut pas rester seul. Ils se dirigent alors tous les 4 vers la salle des trophées. Il réussit à atteindre le 3e étage sans tomber entre les griffes de Mystaigne et de Rusard. En arrivant dans la salle des trophées, il voit que Malfoy et Crabbe ne sont pas encore arrivés. Mais dans le cas où ils seraient cachés pour l'attaquer par surprise, Harry dégaine la baguette. Oula. À l'instant où Ron suppose que Malfoy s'est peut-être dégonflé, un bruit dans la pièce les fait sursauter. Harry brandit sa baguette. « Cherche, ma belle, cherche bien, ils doivent se cacher dans un coin. » Et oui, c'est mon imitation de Rusard. Dites-nous à quelle personnalité politique ça vous fait penser. Ouais, personne. Je vois pas pourquoi moi, mon Hagrid, ça serait Jean-Marie Le Pen, et que toi, tes imitations, ça soit les personnages. Et cette voix, c'est Rusard qui parle à Mystaigne. Devant les signes d'Harry, les 4 filent en silence jusqu'à la porte opposée et parviennent à la franchir juste avant que Rusard atteigne la salle des trophées. Les 4 reprennent la fuite, quand Neville pousse un cri apeuré, court et trébuche en saisissant Ron par la taille. Le boulet. Tous les 2 tombent alors en renversant une armure et le vacarme aurait pu réveiller tout le château. Harry prend la tête de l'équipe sans avoir la moindre idée du chemin à prendre. À un moment, il se retrouve vers la salle où a lieu les cours d'enchantement. Harry pense qu'ils ont réussi à semer Rusard. Hermione en profite pour dire qu'elle les avait prévenus. Que Malfoy a certainement tendu un piège à Harry et qu'il n'a jamais eu l'intention de se rendre au rendez-vous, mais il a juste dit à Rusard que quelqu'un, ou même carrément Harry, devait se rendre à la salle des trophées. Harry, du coup, il pense qu'elle a tout à fait raison, mais il se garde bien de lui dire. C'est vrai qu'une fois que tu dis à Hermione, tu avais raison, je pense que tu n'arrives plus à t'en sortir. Je peux comprendre la position d'Harry à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'elle a raison, et des fois, même quand tu sais que t'avais tort, tu veux pas forcément l'avouer, quoi. Ça fait trop mal. Ouais. Je pense pas du tout à la personne qui est en face de moi tout de suite. Oh, ouais. J'arrive à avouer mes torts. Oh! C'est vrai ? Le groupe n'ayant même pas fait 10 mètres pour retourner à la tour, qu'ils sont interrompus par Peeves qui se réjouit de voir que les élèves se baladent dans les couloirs durant la nuit. Il les menace de tout dire à Rusard pour leur propre bien, selon lui. Ron fait un geste pour énerver Peeves, et ce fut une grave erreur. Ça l'a énervé, et donc du coup l'esprit frappeur crie « Élève hors du dortoir, dans le couloir des enchantements !» Là, j'ai pas recherché, j'ai juste crié un peu plus fort dans le micro. C'est l'épisode des imitations, finalement, aujourd'hui. Mais faut bien essayer de donner vie un peu au podcast. Non mais, on invitera des comédiens plus tard, quand on aura une renommée dans notre chambre d'enregistrement, et même les doubleurs officiels de la saga, on lance une invitation. On invitera Jean-Marie Le Pen. Quelle horreur! Le groupe se baisse pour laisser passer l'esprit et court à toutes jambes jusqu'à une porte verrouillée. Mais pas pour longtemps, parce que notre brillante Hermione prend la baguette d'Harry pour faire un Allomora. Tu dis comment? Allomora ou Allo-Mora? Allo-Mora. Ok, moi je dis Allomora. Pourquoi tu connais une Mora et tu l'appelles? Oh! La porte s'ouvre et il se précipite dans l'ouverture. Moi j'ai juste une petite réflexion. Ça me surprend à la relecture quand Hermione elle prend la baguette de Harry, c'est-à-dire qu'elle est quand même sortie sans sa baguette. Encore une fois, je suis toujours étonné quand j'apprends qu'un sorcier il a pas de baguette magique, mais moi je suis un sorcier, j'ai tout le temps ma baguette sur moi. Pourquoi Hermione elle a pas sa baguette? Sous l'oreiller, tu vois. Ah ouais. C'est bizarre Faut qu'elle pas l'ait te réveiller durant la nuit par erreur, hein. Tu mets un Avada Kedavra dans la gueule. Tu sais, t'es somnolent. Ah, Avada Kedavra. Oh merde, encore une copine de... Merde. Pas celle-là, je l'aimais bien. De son côté, Rusard questionne Peeves sur la localisation des élèves, mais Peeves évidemment ne donne pas de satisfaction à Rusard et s'enfuit. Harry pense qu'ils sont tirés d'affaire vu que Rusard pense que la porte est verrouillée.
Mais Neville tire sur la manche de ce dernier. Devant l'insistance de Neville, il se retourne. Et en fait, il n'était pas dans une salle, pas du tout, mais dans le couloir interdit. Et pourquoi interdit ? Parce qu'ils ont devant leurs yeux un chien à 3 têtes. Pris par surprise, le chien les regarde en restant immobile. Devant les grognements du chien, le groupe s'enfuit à toutes jambes. Il ne cesse de courir qu'une fois devant le portrait de la grosse dame. Ils restent tous silencieux. Ron casse le silence en se demandant qui garde un chien comme ça dans une école. Et devant l'ignorance de Ron, Hermione, elle s'énerve. Elle a observé qu'en fait, il n'était pas posé sur le sol, mais qu'il était couché sur une trappe. Que s'il est couché sur une trappe, c'est qu'il est là pour garder quelque chose. Et justement, je vais rebondir sur cette dernière phrase. Il est là pour garder quelque chose. Je suppose, tu sais, de quoi est inspiré le chien à 3 têtes. Il me semble me rappeler, mais je crois aussi que tu vas nous l'expliquer. Alors, il est inspiré du cerbère. Le cerbère, c'est un monstre de la mythologie grecque. C'est un chien qui est représenté souvent à 3 têtes. Parfois, on lui attribue 100 têtes, mais le plus souvent, c'est 3. Et il est là pour garder la porte des enfers. Il empêche les morts de quitter les enfers, et les vivants d'y entrer. Donc, en fait, ça va vraiment avec le cerbère, le garde féroce qui garde quelque chose. Encore une superbe référence mythologique de J.K. Rowling qui l'utilise, qui le recycle à sa façon et ça fait sens. Magnifique. Hermione sort alors la phrase culte. « J'espère que vous êtes content de vous, on aurait pu se faire tuer. Ou pire, être renvoyé. » Il faut vraiment qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. C'est pas dans le livre ça, mais non. La réplique du film est quand même assez badass. En remontant dans le dortoir, Harry pense aux paroles d'Hagrid. Que Gringotts était le meilleur endroit pour cacher un objet, en dehors de Poudlard. Harry a alors découvert où se trouve le petit paquet enveloppé de papier craft qu'Hagrid était allé chercher dans la chambre forte du coffre numéro 713. Et c'est la fin de ce chapitre 9, Duel à minuit. Merci Marina. Merci Jérémy. Et on passe tout de suite à la tradition que tu adores, celle de renommer le chapitre. Et en plus, il me semble que tu as dit juste avant qu'on enregistre que tu ne l'avais pas fait et que tu assumes complètement. Donc je vais voir comment tu t'en sors maintenant. Mais j'assume depuis le premier épisode. Et je n'y arrive pas. On va voir comment tu t'en sors parce que, Marina, je te demande comment aurais-tu renommé ce chapitre ? Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 9, le cerbère de Poudlard. Ok. Et en plus, cerbère, non mais attendez, cerbère de par le chien à 3 têtes. Et on peut qualifier aussi de rusard un peu de cerbère avec Mistany. De garder Poudlard, non ? Oui, tout à fait. Non ? Tout à fait. Bim ! Allez. Et moi, ça sera un titre de chapitre un peu moins sérieux, puisque déjà, il me faudrait une petite musique d'harmonica sur ce titre de chapitre. Merci le monteur, merci à moi-même. Mon titre de chapitre serait « Il était une fois dans l'ouest de Poudlard, Sergio Harry versus Cheyenne Malfoy ». Ah, il est bien, je suis jalouse. Western. Ah ouais, je suis un peu jalouse. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une idée saugrenue de chapitre. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on supprime cette rubrique. Marina voudrait qu'on supprime cette tradition, mais moi j'y suis profondément attaché. Mais dites-nous si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, eh bien on donnera raison à Marina et puis on arrêtera. Dites-nous qui de nous deux doit rester dans l'aventure. Tapez 1 pour Jérémy, tapez 2 pour Marina. Votre sentence est irrévocable. C'est Denis Brognard qui le dit. Qui restera dans le château la semaine prochaine. Le château de Poudlard. La Star Academy version Poudlard. Fréquence Academy. Oh, les plus jeunes ne comprennent tellement pas Star Academy. Oh si, ils ont la ref. Oh, les années 2000, ils ont la ref. Années 2000 ? Ouais, ah oui, ouais, années 2000, ils ont la ref. Je pense qu'ils ont la rêve de Grégory Le Hautain, gagnant de la Starac. Allez, on passe tout de suite à la volière avec vos messages.
Le premier message nous vient d'Alizé. À votre avis, est-ce que c'est possible et si oui, qu'est-ce que ça fait si une année, il n'y a presque pas de nouveaux élèves dans une des maisons et du coup, plus dans les autres? Non, c'est pas grave, ça fait juste des plus petites classes. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale. Ouais, je pense que la question derrière la question, c'est est-ce que le Choixpeau, il a des comptes, Des quotas. des quotas, tu vois? Il a un budget à respecter. C'est serré. Sinon, il a les directeurs de maison qui lui tombent dessus, tu vois. Ouais, c'est une bonne question. Je pense quand même qu'il y a des années où il doit y avoir plus de Serpentards ou plus de Serdaigle. Il doit toujours y avoir une maison avec plus d'élèves. Mais ça doit tourner, en fait. Après, ouais, c'est une bonne question. Est-ce que le Choixpeau, il prend aussi en compte où est-ce que les autres élèves avant toi ont été répartis? Par exemple, quand tu t'appelles Potter et que t'es en fin de liste, est-ce que finalement, t'as un petit peu moins de chances que le Choixpeau respecte ton choix parce que t'es vers la fin? Il n'y a pas d'égalité des chances à Poudlard. Ouais, ça dépend de ton nom de famille. Moi, je pense pas. Je pense que naturellement, les élèves ont des sensibilités différentes, en fait. Et que c'est un peu les pronostics. C'est-à-dire que souvent, finalement, les pourcentages doivent toujours être plus ou moins les mêmes. Et ça doit plutôt s'équilibrer. Mais ça doit se faire naturellement, en fait. Et ensuite, nous avons eu un hibou de Jeanne qui nous dit « J'ai entendu parler d'une théorie intéressante et je voulais avoir votre avis. Cette théorie dit que J.K. Rowling se serait inspirée du deuil pour écrire les Harry Potter. Tout d'abord, il y a 7 tomes, même si l'enfant maudit casse un peu tout, et ce n'est pas le seul 7 présent dans la saga. Or, il y a 7 étapes dans le deuil, et le plus fort, c'est que chaque étape est dans l'ordre. Pour le premier, le choc, le deuxième, le déni, le troisième, la colère, le quatrième, la tristesse, le cinquième, la résignation, le sixième, l'acceptation, et le dernier, la reconstruction. Moi, j'aime beaucoup cette théorie et j'espère que vous l'avez trouvée intéressante si vous la connaissez pas déjà. Gros bisous. Gros bisous, Jeanne. Alors, J.K. a raconté que peu de temps après avoir eu l'idée de l'histoire d'Harry Potter, sa maman est décédée et elle a commencé à écrire alors qu'elle portait toujours le deuil de ce décès. Et comme tu l'as dit, Jeanne, les étapes du deuil sont le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc pour le choc, dans le tome 1, on peut dire que c'est le fait d'apprendre, le fait qu'Harry apprenne que c'est un sorcier, et aussi le fait qu'il découvre la vérité sur la mort de James et Lily. Ces éléments constituent un choc pour lui. Le déni dans le tome 2. Alors, j'ai mis ça, je suis pas totalement sûre de moi, mais ça serait plutôt, malgré les avertissements de Dobby, il a une sorte de déni et il veut retourner coûte que coûte à Poudlard, même s'il met sa vie en danger. La colère dans le tome 3, c'est la colère en apprenant l'histoire, mais fausse, mais l'histoire quand même, de la trahison de Black, puis la colère en apprenant la vérité et la trahison de Pettigrew. La tristesse, dans le tome 4, c'est sa dispute avec Ron, sa déception amoureuse avec Cho, et le fait d'être éloigné de son parrain, et bien sûr la mort de Cédric. La résignation, dans le tome 5, c'est le retour de Voldemort, l'intrusion de Voldemort dans sa tête qui lui donne le sentiment d'être impuissant face à lui et peut-être se sentir résigné face au pouvoir de Voldemort. L'acceptation, dans le tome 6, le monde des sorciers a enfin accepté de croire au retour du mage noir et Harry accepte de faire face à la réalité en sachant que Poudlard, c'est fini pour lui et que la seule issue sera le combat avec la découverte des Horcruxes et la prophétie. Et enfin, dans le dernier tome, c'est la reconstruction, et c'est la dernière étape. Après la bataille de Poudlard, après ses pertes et ses conséquences, vient le temps de reconstruction d'Harry sans la menace de Voldemort autour de lui et autour du monde des sorciers. Donc on trouve tout de suite des éléments à travers différents tomes pour justifier chaque étape du deuil, même si J.K. ne l'a jamais confirmé, moi personnellement j'y crois vraiment. Et je trouve que c'est la plus belle théorie sur Harry Potter. Cette étape, finalement, ça peut être vu comme l'écriture de la saga Harry Potter, ça peut être vu comme une thérapie pour J.K.,
qui l'a aidée elle-même à se reconstruire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense que c'est une belle théorie. Et même si J.K. Rowling ne l'a pas travaillé, même si elle n'est pas conscientisée de sa part, je pense que c'est une théorie qui lui plairait en fait. Parce que je pense que la mort, c'est que la mort elle est au centre en fait d'Harry Potter, et qui dit la mort dit aussi faire le deuil en fait des êtres aimés qui sont morts. Et effectivement, ça colle plutôt bien. Enfin, je trouve ça intéressant. Et je trouverais ça encore plus intéressant de savoir si elle a travaillé en fait thématiquement sur les 7 étapes du deuil. En tout cas, ça peut coller. Le simple petit doute que j'aurais, mais que j'ai en fait avec toutes les théories, c'est que finalement, ça marche mieux sur certains tomes que d'autres. Ouais. Je trouve que ça marche ultra bien sur le tome 1 avec le choc, et avec le tome 6 sur l'acceptation. Sur les autres, en fait, les thématiques, enfin, peu importe le tome, tu pourrais trouver une thématique. Des éléments de colère, de reconstruction. Ouais. Parce que, par exemple, en fait, je trouve que toutes les étapes du deuil, elles sont dans le 4, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Le 4 est tellement un pilier que... Alors, le 4, c'est la tristesse. Il n'y a pas que la tristesse. Enfin, il y a la résignation aussi. Il y a l'acceptation. L'acceptation que Voldemort est de retour. Il y a le choc qu'il soit de retour aussi. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est juste le petit doute que j'ai à chaque développement de théorie, c'est que finalement, on a une idée de départ, par exemple, que les 7 tomes, c'est les 7 étapes du deuil, et on trouvera toujours des arguments pour confirmer la théorie. Parce que la saga elle-même a une thématique sur le deuil, et sur la gestion du deuil et de l'importance de l'entourage, de ses amis et de sa famille. Mais ouais, par contre, ça serait une démonstration littéraire de la thématique principale d'Harry Potter, et bon, qu'elle soit travaillée ou pas par J.K. Rowling, ça colle et c'est très intéressant. C'est presque psychanalytique en fait, comme étude de la saga Harry Potter. Je pense qu'il y a un livre à faire, ou du moins un essai, un mémoire à faire sur cette théorie. Chers étudiants, le message est passé. À vos plumes. Et enfin, un dernier message de Gaël, qui nous dit « Pourquoi on ne peut pas guérir la blessure à l'oreille de George, faite par Rogue, prétextant qu'il s'agit d'un sortilège, mais que Rogue puisse en revanche intervenir sur Drago aux toilettes lors de l'agression qu'il a subie de Harry avec le Sectus Sempra? Est-ce que c'est parce que c'est Rogue qui est à l'origine de la création de ce sortilège ?» Alors oui, c'est intéressant. En fait, moi, je me suis jamais personnellement posé cette question, parce que c'est vrai que quand George est blessé par Rogue au début des Reliques de la Mort, sa blessure est présentée comme irréversible, c'est-à-dire qu'il n'aura plus jamais son oreille. Et pourtant, comme tu le précises Gaël, Drago, lui, il est bien soigné en fait par Rogue. Après, effectivement, moi je pense que la réponse elle est dans ta question. Sectus Sempra, c'est un sortilège qui a été inventé par Rogue lui-même, et je pense qu'il est le seul à pouvoir le guérir en fait. Lui seul en fait a l'incantation complexe qu'il faut et les gestes qu'il faut pour soigner le Sectus Sempra. Et donc c'est pour ça que l'oreille de George est condamnée, et que si Rogue il avait été là, sans doute qu'il aurait pu le réparer, en fait il aurait pu le guérir, George. Donc ouais, c'est ma théorie. Je pense que quand tu crées un sortilège et que tu partages pas le contre-sort, toi seul le sais en fait. Donc personne peut le deviner à ta place. Donc quand tu crées un sortilège, il faut que tu donnes le contre-sort, sinon personne ne le sait tout simplement. Donc je pense que c'est le cas du Sectus Sempra. Ouais, parce que dans mes souvenirs, je me souvenais même plus que en fait, c'était Rogue qui avait jeté le sort qui avait blessé l'oreille de George. Merci à tous pour vos messages et vos réactions. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et si on ne vous a pas encore cité, ça sera sûrement pour la prochaine fois. Et merci également à ceux qui nous laissent des notes et des commentaires sur les applis audio, notamment sur l'application podcast d'iTunes. Ça nous aide énormément pour que les autres Potterheads nous découvrent. D'ailleurs, un big up à Metsuza qui l'a fait récemment, et à Drinsan qui nous a cité en story Insta aussi. Et on aime bien les petites citations sur les stories Insta. Carrément. Et on espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.